Good morning, welcome. Welcome to all participants. Bonjour. Bienvenue à tous les participants. I am Mathilde Mayfair. I'm Health Financing and Social Health Protection Technical Officer at the ILO, and I will be your facilitator for this session. So welcome. Thank you for attending this webinar on mutuals and community-based health insurances within social health protection systems, where we will be launching the ILO paper on what role for mutuals and community-based health insurance in social health protection systems, a review of experiences. So first, I would like to provide a few housekeeping rules. If you can go to the next slide, please. Yes. So this session is being recorded. It will be shared after the session, so please be mindful of that. Then you can use the chat box to present yourself, to make comments if you have technical questions, but please use the Q&A box, which is at the bottom of your screen, to ask questions if you have some. I would like to remind you this is a bilingual meeting with simultaneous interpretation. And you can select the channel of the language you prefer at the bottom of your screen. It's the world icon. And you can, vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez en bas de votre écran sur le bouton interprétation. Vous pouvez sélectionner anglais ou français puisque c'est un webinaire bilingue. So the link to the working paper will be shared with you in the chat. And if you have any questions again during the presentations, please type them in the Q&A, and after the presentations and the panel, we will have time for responses for Q&A. So again, I would like to ask all presenters and panel members to please be very mindful of the allocated time, as we have an impressive lineup for today. And I would like to shortly give you an overview of the session today. Yes, so after the opening remarks, we'll have a short presentation of the working paper by the co-authors, then a panel of distinguished panelists, and then questions and answers with a few closing remarks. So if we can go to next slide, please. And I would like now to introduce you to Valérie Schmidt. Valérie is a Deputy Director of the Universal Social Protection Department from the ILO. Welcome, Valérie. She's joining us from Abidjan to deliver the introduction for this webinar. So thank you, Valérie. You can take the floor. Thank you. Merci beaucoup Mathilde, chers collègues, chers panélistes, chères participantes et chers participants. Donc, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par l'OIT grâce au soutien technique de la plateforme socialprotection.org. La protection sociale en santé est un droit humain car elle combine droit à la sécurité sociale et droit à la santé. Elle contribue aussi aux objectifs de développement durable 1.3 et 3.8 sur la protection sociale et sur la couverture sanitaire universelle. La protection sociale en santé vise à protéger l'ensemble des personnes contre les conséquences financières de l'accès à la santé, comme les frais de consultation, d'hospitalisation, de médicaments, etc. Mais elle protège aussi contre la perte de revenus liés à la maladie, les indemnités journalières en cas de maladie, c'est ce qu'on appelle, voilà, on appelle comme ça en français. L'approche de l'OIT en matière de protection sociale en santé repose sur les normes internationales de la sécurité sociale, notamment la convention phare numéro 102 sur la sécurité sociale, qu'on appelle aussi norme minimum, et qui date de 1952, et pour laquelle l'OIT mène actuellement une campagne active de ratification. Les systèmes de protection sociale en santé doivent chercher, bien entendu, à couvrir toute la population et en cela, ils visent vraiment l'universalité de la protection, l'universalité de la couverture. Ils sont sous la responsabilité des États qui peuvent cependant déléguer certaines fonctions à des organismes communautaires ou privés à la condition que cette délégation, souvent une délégation de gestion, permette de respecter un certain nombre de principes clés.
Et parmi ces principes clés qui sont rappelés dans nos conventions, nos recommandations, il y a la solidarité dans le financement et la mutualisation des risques qui doivent donc être gardés en mémoire au moment où on conçoit, on développe les systèmes et leur articulation, leur institutionnalisation, leur gestion. Ce webinaire est l'occasion pour l'OIT de présenter, comme l'a dit Mathilde, un document de travail qui vient d'être terminé et de lancer officiellement ce document. En français, ce document, le titre, c'est « Quelle place pour les mutuelles de santé et assurance maladie à base communautaire dans les systèmes de protection sociale en santé, revue d'expérience ». Cette publication arrive à point nommé car un certain nombre de pays réfléchissent aujourd'hui au développement de leur système de protection sociale en santé et comment confier un rôle important aux mutuelles et aux autres systèmes à base communautaire dans la mise en place de leur système de protection sociale en santé. Et c'est un débat très important actuellement au sein de l'UMOA où de nombreux pays en fait réfléchissent à comment articuler les systèmes nationaux garantis par l'État avec toutes ces mutuelles, ces coopératives, tous ces mécanismes qui existent en fait depuis un grand nombre d'années. Je tiens à souligner que les travaux qui vont être présentés aujourd'hui dans ce webinaire ont bénéficié de nombreux échanges et de nombreuses discussions avec la commission de l'UMOA au cours notamment d'un atelier en octobre 2023 et je tiens vraiment à remercier tous les participants de cet atelier qui ont vraiment contribué à l'amélioration du document qui va être discuté aujourd'hui. Dans l'un des panels, d'ailleurs, aujourd'hui, nous espérons que des représentants de cette commission de l'UMOA pourront nous expliquer comment ils souhaitent aujourd'hui utiliser ce document et tous les résultats de cette recherche pour appuyer en fait les pays de l'UMOA dans la mise en place de leur système de protection sociale en santé. D'ailleurs, comme l'a dit Mathilde, je suis actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où évidemment le sujet de l'extension de la protection sociale en santé, donc au travers de la CMU, est évidemment d'actualité. Hier, on a eu à l'atelier où j'étais le ministre du Travail, que je rencontre également aujourd'hui. Et vraiment, cette extension est une stratégie clé du pays dans le cadre de sa politique de développement inclusif. L'OIT appuie depuis de nombreuses années les États membres de l'OIT, donc 187 États membres, dans la mise en place de systèmes de protection sociale en santé et aussi sur cette question du rôle des mutuelles, des coopératives et d'autres mécanismes communautaires dans l'extension de la couverture maladie. J'ai moi-même, quand j'ai commencé à travailler au BIT, j'étais dans le programme STEP qui appuyait à l'époque l'extension de l'assurance maladie au travers des mutuelles de santé. À l'époque, il n'y avait absolument aucun autre mécanisme pour étendre la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle et leurs familles. Mais nous voyons bien entendu que le débat a évolué, a progressé énormément depuis ces 20 dernières années et qu'aujourd'hui, un grand nombre de pays ont une volonté politique forte d'étendre la couverture maladie à toute la population. Donc la couverture maladie universelle permet de garantir un développement économique inclusif, elle permet de faciliter la formalisation de l'économie et d'accompagner un grand nombre de transformations économiques liées aussi au changement climatique, tout en protégeant au mieux les populations. Cependant, nous, au BIT, on s'est rendu compte qu'en fait, il existait très peu d'analyses systématiques sur le rôle des mutuelles et autres mécanismes communautaires dans la construction des systèmes de protection sociale en santé. Et c'est pourquoi, dans notre département de la protection sociale universelle et en collaboration avec un grand nombre de collègues qui travaillent dans les pays et que vous verrez aujourd'hui sur les panels, nous avons effectué cette recherche dont les résultats seront partagés et discutés aujourd'hui avec vous. En fait, il y a plusieurs, évidemment, leçons de cette recherche, mais l'une d'entre elles, c'est que les mutuelles et les mécanismes communautaires ont un rôle très important, un rôle complémentaire dans le cadre ou supplémentaire dans le cadre des systèmes d'assurance maladie de base. Et deuxièmement, que les pays, un grand nombre de pays, en fait, délèguent
aux mutuelles et aux mécanismes à base communautaire des fonctions liées à leur proximité des populations en matière d'information, d'adhésion, de collecte des cotisations, etc. Donc, nous espérons que grâce à cette recherche et aux débats qui auront lieu aujourd'hui, que nous allons pouvoir mieux comprendre les modalités opérationnelles et aussi les processus historiques qui ont permis aux pays de développer leur système de protection sociale en santé. Et grâce à cette meilleure compréhension, que nous allons pouvoir aider les pays qui aujourd'hui mettent en place leur système de protection sociale en santé et qui ont donc cette volonté politique forte, ces régimes nationaux garantis par l'État et en même temps ce tissu, ce maillage de mutuelles, de coopératives, d'organisations à base communautaire, donc vraiment de les aider à concevoir des systèmes qui soient vraiment les plus appropriés à la situation, enfin à leur situation d'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je passe la parole aux auteurs de la recherche qui sont avec nous aujourd'hui pour qu'ils puissent restituer la substance, le contenu de cette recherche. Et je voulais remercier vraiment tous les panélistes qui ont accepté de venir à participer à ce webinaire. Je souhaite vraiment que ces webinaires soient enrichissants pour vous tous et que les discussions vous permettent d'avancer en fait dans la conception de systèmes de protection sociale en santé qui atteignent progressivement la couverture universelle. Donc, un grand merci et très beau webinaire à toutes et à tous. Et Mathilde, je te repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Thank you very much, Valérie. I think we are now very eager to hear more about the content of the working paper. So with no further ado, I would like to hand over to Lou Tessier, Olivier Louis Deguerin, and Marielle Fegosa for the presentation of the working paper. So Lou Tessier is health protection specialist at the Universal Social Protection Department of the ILO. Olivier is ILO consultant and Marielle is project manager on social health protection for the ILO Decent Work Team of East Asia and the Pacific. So Lou, over to you. Thank you. All right. Thank you very much. So indeed, if we can already go on to the next slide. So this is a little bit an overview of the research process. As Valérie said, I mean, I think we seeing the request from the member states and ILO partners within countries reflecting over the past years on the involvement of mutuals and CBHI in their national social health protection systems, we decided to get more evidence and examples of practice thereof. So first we did with a team of researchers, including Mariette Nyang and Valérie Reed, we did a scoping review to assess whether mutuals and CBHIs have a role in social health protection system and identify their functions where they are present and have a role. And then we, through this process, it also helped us identify which countries actually did use mutuals and community-based health insurance within their national social protection systems for their primary cover. And we identified 7 countries for which we decided to compile detailed case studies and do a comparative analysis of the results. And in doing so, we in parallel conducted some consultations, especially with WEMU because of the very interesting dynamic in the sub-region on this topic, especially since there is already a sub-regional framework given for the engagement of those institutions. So if we move on to the next slide. One thing that we did find throughout the research process was also that the whole concept around mutuals and community-based health insurance would warrant to get
more conceptual clarity. One reason for this is because while we could see that there are some key characteristics, the way that each country has defined what those entities are and has given them a legal framework and an institutional framework to operate in is showing a huge diversity. So what we actually mean when we say mutual or when we say community-based health insurance is highly context specific, and this in any case rejoins kind of overall findings of the ILO work on the social and solidarity economy, and the difficulties in having a single definition adopted throughout in national legal frameworks. So this is very much something that we've seen, and that creates, I would say, difficulties to make comparisons across countries. And what we can also see is that those differences in terms of what the concept really means and what shape it takes in each country context also largely determines then what kind of functions they can play within social health protection systems and to which extent they're being successful. If we can go on to the next slide. The main research results. So what we can see is that globally, mutuals and CBHI, where they exist, they tend to concentrate, they tend to have a role of complementary or supplementary health insurance, and usually much less primary cover. A relatively small share of country uses them as part of their social health protection system for the primary cover by directly delegating them some key functions. And this is a bit where we have decided to concentrate the research and the documentation of country practices. Among those countries, the inclusion of mutuals and CBHI in the social health protection system is the fruit of historical trajectories of each country. It's a social construct, and it is very dynamic over time. There is a wide, as I said, diversity in the legal framework thereof. The paper identifies a typology of roles that mutuals and CBHI play or have played across the 70s countries studied, and I propose that Olivier gives us an overview of what the typology is that we've identified. Olivier, over to you. I think we can go on to the next slide. Oui, merci. J'espère qu'on m'entend. Alors, comme dit Lou, effectivement, on a identifié plusieurs typologies, plusieurs formes d'implication des mutuelles dans les systèmes de protection sociale en santé. Parmi, alors sans les détailler, on a dans cette typologie une première forme qui est la non-application, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre un système national d'assurance maladie et des mutuelles. Chacun intervient dans son coin. Dans ces cas-là, les mutuelles sont généralement des mutuelles de petite taille qui couvrent des populations qui ne sont pas couvertes par le schéma national d'assurance maladie. C'était généralement le cas du secteur informel il y a quelques années, notamment quand Valérie rentrait au BIT-STEP, où on avait en Afrique de l'Ouest aucun schéma, aucun système national qui couvrait l'économie informelle, et pour cette économie informelle se développaient des initiatives mutualistes. Une autre forme est la déconcentration. Là, on rentre dans des schémas qui sont liés à l'assurance maladie à base communautaire, la BMC, où on a un programme au niveau national qui va définir des paramètres de couverture, tout un ensemble de paramètres, et qui va chercher à avoir autour de lui un réseau de distribution qui va toucher des groupes cibles et va mettre en place des structures, alors appelées mutuelles en général, ou ou mutuelles communautaires, ou assurance maladie à base communautaire, mais qui ont une autonomie très très limitée. En fait, elles ne sont là que pour exécuter tout le schéma qui est défini au niveau national. Une autre forme distinguée à travers les 17 pays est la délégation de gestion, où là, on a une structure nationale d'assurance maladie qui va déléguer certaines fonctions à des mutuelles qui, elles, sont
dans ce schéma-là très professionnalisés et qui vont exécuter pour le compte de l'assurance maladie certaines fonctions. Une variante de la délégation est la décentralisation où il n'y a pas au niveau national une structure d'assurance maladie, mais l'État définit un cadre de la couverture et confie à différents organismes gestionnaires, dont les mutuelles de santé, la mise en œuvre de cette couverture, mais là, les systèmes ont une grande autonomie dans la mise en place de cette couverture et agissent aussi en forte concurrence. Dia suivante, next slide. Une leçon qu'on a apprise de ces études de cas, c'est que lorsqu'on est dans un schéma où des mutuelles interviennent seules, sans combinaison, sans articulation avec un schéma d'assurance nationale, la couverture reste faible. Les mutuelles couvrent un nombre limité d'individus et l'addition de toutes ces mutuelles ne couvre pas un gros pourcentage de population. En revanche, dans les schémas où il y a une combinaison, une articulation entre les différents dispositifs d'assurance, on a une couverture qui est généralement plus étendue, quelle que soit la forme, la typologie d'articulation, comme on a vu dans la diapositive précédente. Ce qui est clair, c'est que quand il y a articulation, les objectifs recherchés sont surtout de distribuer, de pouvoir utiliser la plus-value de chacun des acteurs et d'articuler, donc de distribuer les fonctions par rapport à ces plus-values. Chacun se spécialisant dans des fonctions de gestion de l'assurance. Un autre objectif aussi, c'est de disposer d'un circuit de distribution sur tout territoire et qui puisse s'adapter aux différentes catégories de population. Dans ce cadre-là, les mutuelles ont une plus-value importante. Leur ancrage social et leur relation de proximité avec les groupes cibles, certains groupes cibles, leur capacité aussi à adapter des procédures qui sont définies au niveau national, qui peuvent être complexes. Les mutuelles ont cette capacité de pouvoir les adapter, les simplifier par rapport à leur population cible. Et puis, dernier avantage, c'est la confiance, le capital social, leur capital social, la confiance et la proximité avec leur groupe cible qui leur permet aussi de mettre en place des actions de promotion, de prévention en matière de santé. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de copier-coller entre les pays et chacun développe ou articule ces différentes relations entre les organismes gestionnaires en fonction de ses caractéristiques propres, comme l'a dit Lou tout à l'heure. Next slide. Dia suivante. Un autre constat qui est fait, c'est que même s'il y a une grande variété d'un pays à l'autre de formes d'articulation, on voit quand même qu'il y a une tendance dans la distribution des tâches entre un organisme gestionnaire au niveau national et des délégataires de gestion, donc des mutuelles qui se voient confier certaines fonctions. Généralement, l'organisme au niveau national va conserver certaines fonctions stratégiques et va intervenir en back-office, c'est-à-dire que cet organisme va conserver certaines fonctions qui sont stratégiquement importantes dans la définition, l'évolution de la protection du système national de protection sociale en santé. Ce sont des fonctions, par exemple, de définition des paramètres de couverture, la mise en commun des ressources, la mutualisation des risques, le financement, etc. À côté, il va déléguer à des organismes, dont des mutuelles de santé, des fonctions qui sont plus de proximité avec les bénéficiaires, les assurés et les bénéficiaires, et donc qu'on va qualifier de fonction de front office. Donc c'est la vitrine en fait de l'assurance où là, les mutuelles vont exécuter certaines fonctions qui nécessitent d'être proches des assurés, les fonctions d'adhésion, d'enrôlement, d'enregistrement des adhésions, les fonctions de recouvrement des cotisations et certaines fonctions aussi liées à la proximité avec les prestataires de soins, qui peuvent être de contrôle
des factures, voire même d'achat des prestations. Mais encore une fois, il y a énormément de variantes d'un pays à l'autre. Dia suivante. Voilà. Alors, donc le document, l'étude se focalisait sur la délégation. Le choix, en général, de bâtir un schéma qui repose sur une délégation de gestion entre un assureur national et des mutuelles de santé, repose souvent, alors à la fois sur la nécessité d'avoir un circuit de distribution et une proximité avec les différents groupes cibles, et aussi repose aussi sur le choix de la volonté de préserver le rôle historique des mutuelles. Quand ces mutuelles étaient préexistantes au système d'assurance maladie nationale, on les garde dans le schéma, dans l'architecture, et on leur confie une partie des fonctions. Ça, c'est dans les cas où les mutuelles interviennent dans la gestion du régime de base. La délégation, dans ces cas-là, nécessite un certain nombre de prérequis importants. Il faut d'abord une architecture de la protection sociale en santé qui soit très claire, avec des acteurs bien identifiés et des rôles bien précis attribués à chacun de ces acteurs. Il faut aussi un cadre réglementaire qui soit bien aligné, c'est-à-dire que le cadre réglementaire de l'assurance maladie doit être en phase avec celui de la mutualité. Ça peut poser certains problèmes. On a relevé par exemple au Maroc que il pouvait y avoir différentes réglementations pour différents régimes qui n'étaient pas aussi conformes avec la réglementation sur la mutualité ou les structures des institutions de protection sociale, et ça créait une certaine confusion. Et un autre facteur qui est important, c'est de bâtir un cadre contractuel, c'est-à-dire que la délégation de gestion doit reposer vraiment sur un cadre de contractualisation entre le délégataire et le délégant, qui va préciser les responsabilités, les différentes tâches, et donc vraiment préciser le périmètre d'intervention, par exemple des mutuelles, leur confier un cahier des charges précis, et préparer aussi ou veiller à ce qu'il y a une fluidité opérationnelle, un échange d'informations, de communication, qui est aussi un contrôle. Et ce cadre contractuel peut aussi imposer aux mutuelles certaines conditions, comme avoir une capacité technique de gestion des risques, présenter des garanties financières, et autre exemple, de maintenir aussi un nombre minimum de bénéficiaires. Ce qu'on peut noter, par exemple, concernant l'Afrique de l'Ouest, c'est que la réglementation du MOA, adoptée en 2009, visait à préparer les mutuelles de santé pour être des acteurs dans ces schémas de délégation de gestion. Donc, on préparait vraiment les mutuelles à devenir des délégataires et à pouvoir remplir les conditions d'un cadre contractuel. Ça a été le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire avec le MUGEF-CI, qui s'est adapté qui s'est mise en conformité avec la réglementation de l'AIMOA. C'était le cas aussi au Mali, où il y a un cadre contractuel entre délégataires et délégants qui a été vraiment bien travaillé, très précis. Voilà, je vais passer la main. Thank you very much. Can you hear me well? Yes, we can hear you, Marielle. Thank you. So I'm going to present on the experience of Cambodia and Lao PDR in implementing CBHI schemes and discuss their lasting impact today. So in both countries, CBHI schemes were established in the late 90s, early 2000s, at a time where national health social protection system were either non-existent as is in Cambodia, or in the case of Lao PDR, it was limited to workers in the formal economy.
So these CBHI initiatives started from the ground up as pilot programs supported by development partners, and all aimed at improving, providing financial protection, and primarily for workers in the informal economy and their families. So what did these schemes look like? In both countries, actually, CBHI schemes were contributory, requiring family-based enrollment. It provided a relatively comprehensive package of health services from primary to tertiary level in most cases, provided by public health facilities. Funding for these schemes came from members' contribution, member premium, and they were calculated according to applicable fee-for-service schedules from health facilities, not from the real cost of services, and considered the contributory capacity of the communities they were targeting. So revenues were actually from premium were not sufficient to cover the full cost of services, as well as operational costs that were required to run the operations. And development partners covered operational costs in both countries, and government as well in the case of Lao PDR. Next, please. So let's start by looking closer at the experience from Lao PDR. So in Lao PDR, the primary objective was to close coverage gaps, especially for households in the informal economy, which fell outside the scope of the National Social Security Fund, the NSSF scheme that pre-existed. So in terms of structure, what is interesting in the case of Lao PDR is that the CBHI scheme was actually managed by the public administration under the oversight of the Ministry of Health. So the public administration was decentralized following the government structure. So at the district level, local authorities managed enrollment, collection of contribution, handled payment to facilities and dispute resolution. The provincial administration was provided the role of supervision and monitoring. And at the central level, the government, so it was the CBHI unit under the Ministry of Health, handled policy making, provided oversight, and worked on capacity building, developing tools and guidelines. Next, please. In Cambodia, the situation was a bit different. So CBHI schemes were introduced in the early 2000s by local and international NGOs to address the lack of a national social health protection system at the time, a similar situation as Valerie mentioned for Sub-Saharan Africa. So there were no system in place at that time. The Health Equity Fund didn't exist, neither the NSSF. So the very first scheme called SKY was launched by the NGO GREAT in 1998. And over time, CBHI schemes spread in the country, covering about 500,000 people across 11 provinces. So there was a geographical targeting and a progressive rollout of the CBHI scheme in various districts and provinces. So the management responsibilities for CBHI were essentially handled by NGOs, local and international, which took the lead on day-to-day operation and coordination, so contribution collection, payment to facilities, and so on. And the Ministry of Health provided oversight. And in 2006, building from the experience of these district-operated CBHI schemes, standardized practices across all CBHI schemes by issuing official guidelines. Next, please.
So what are the results and the legacy today? So in both countries, in fact, despite financial support from donors to cover operational costs, despite intensive effort in promoting the scheme, facilitating collection by a large network of door-to-door agents, investment in village level sensitization and capacity building, population coverage remained very limited, covering 5% of the population, maybe 10% at the most, when specific additional initiative of partial subsidies were implemented. So both countries chose different paths. Lao PDR made the choice to transition to government-funded subsidies for workers in informal employment and their dependents. So any person not covered by the NSSF is automatically covered through government funding. And this is how the country reached about 94% of the population coverage to date, although with significant financing challenges. So CBHI is still operational in Vientiane capital, where the subsidy policy of the government has not yet been rolled out, but coverage also remains extremely limited and does not exceed 3% of the population. In Cambodia, the strategy has been different. Cambodia has entirely stopped the implementation of the CBHI scheme, which leave somehow considerable gaps for those in the informal economy. However, the NSSF launched a health insurance branch in 2018, initially building from the lessons learned during the CBHI years. More recently, the UHC roadmap was launched in August 24, and the NSSF is now implementing a voluntary branch for dependents of NSSF members and for those with some contributory capacity. So from these case studies, we can draw important lessons. Next, please. Oh, there is one slide missing. It's fine. So what are the lessons? Both countries shows that voluntary enrollment, even with intensive effort of awareness raising and contribution collections, limits significantly the coverage, the population coverage. A second lesson relates to financial sustainability. The reliance on public funds to extend health insurance poses challenges for long-term sustainability, as in Lao PDR, underscoring the need for diversified funding sources, and also underscoring the importance of complementing government revenues with social contribution to build sustainable domestic financing. On the positive side, in both countries, CBHI pilots served as building foundational steps, offered insight, knowledge, actual practice on how to handle all the key functions of health insurance: enrollment, contribution collection, payment to facilities, and payment of benefits. So all the guidelines, the tools, the MIS that were developed during these times were not lost, but were transferred and transformed to what are the existing national health insurance system in these two countries today. Thank you very much. Over to you, Mathilde. Over to Lou, actually, to present the resources, or? Yes, I think we have, just to let you know that we will be sharing the presentation, and that in the last slide you have a series of resources, including the publication itself, but also other key publications and upcoming knowledge sharing activities on social health protection. Thank you very much. Thank you very much. So thank you again, Lou, Olivier, and Marielle, for this very insightful presentation. I imagine it might already raise some questions for the audience. So if you have some, feel free to type them in the Q&A box, not the chat, the Q&A. It's easier for us to handle questions. And now I would like to virtually turn towards our distinguished panelists. If I can please ask the slide with the panelists. Okay, so
for this this session, I will actually, yes, okay, that's great. Thank you so much. So today with us, we have the pleasure to have Traoré Brahima, who is Executive Director of the Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État in Ivory Coast. Monsieur Elam Bachi, Directeur Général de la Protection Sociale au Togo. Ladavan Sangara, Deputy Director of National Health Insurance Bureau, Ministry of Health of l'AOPDR. Monsieur Bakary Seriki-Koné, malheureusement, ne peut pas être avec nous, mais il a envoyé une vidéo. Il est directeur de la santé et de la protection sociale de la commission de l'UMOA. Et enfin, Madame Sybille Reichert, si vous voulez bien passer au slide suivant, voilà, qui est directrice exécutive International Association of Mutual Benefit Societies. So I will now switch back to French, actually, to introduce our first panelist. And while I do that, I wanted to remind all the panelists to please keep your response very short, please within 5 minutes. Si vous voulez bien répondre en 5 minutes aux questions, pour pouvoir avoir vraiment le temps d'entendre tout le monde. Donc, Monsieur Brahima, vous êtes donc directeur exécutif de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et des Agents de l'État de la Côte d'Ivoire. Nous aimerions vous poser la question suivante. Donc, la MUGEFSI joue le rôle d'organisme de gestion délégué dans le cadre du programme de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, les différentes fonctions qu'exerce la mutuelle en tant qu'organisme de gestion délégué et les leçons que vous pouvez tirer de cette expérience? Merci beaucoup. Monsieur Brahima, c'est à vous. Merci. Je ne vous entends pas, mais si vous m'entendez. On vous entend, allez-y. Je n'ai pas de retour au niveau de mon casque. Ok, on vous entend bien, en tout cas. Vous pouvez y aller. Bonjour. Bonjour. Ok, merci. Merci. Donc, merci de me donner la parole. Je suis Brahima Traoré. Je suis directeur exécutif de la MUGEFSI. MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Je vais rapidement faire une petite présentation de la MUGEFSI. Donc, la MUGEFSI est une mutuelle de 51 ans cette année. Elle a été créée en 1973 pour accompagner les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire dans le financement de leurs soins de santé. Et la MUGEFSI a été migrée en association en 1989, en donnant cette fois-ci la gouvernance aux syndicats. Donc, c'était les centrales syndicales qui avaient la responsabilité de la gestion de la MUGEFSI. Et donc, la MUGEFSI est devenue une structure privée. Et avec l'avènement du règlement communautaire sur la mutualité sociale, a fait sa migration et a une gouvernance de 300 délégués qui représentent 350 000 membres participants pour une couverture de 1 million de personnes à charge. La MUGEFSI a un conseil d'administration de 10 membres et 3 membres qui représentent le comité de contrôle. Donc, tous élus parmi les 300 délégués au cours d'une assemblée générale. La particularité de la MUGEFSI, c'est qu'elle a une gestion professionnelle. Je dirige une équipe de 310 salariés et qui ont en charge la couverture maladie, des produits en propre de la MUGEFSI, mais également des produits de la CMU, couverture maladie universelle, parce que la MUGEFSI, effectivement, est un organisme de gestion délégué de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Pour faire le lien avec la couverture maladie universelle, c'est une loi qui a été instituée en mars 2014 et a démarré ses prestations
en 2019, donc octobre 2019 précisément, après un délai de carence de 3 mois de cotisation. Donc, les cotisations étaient prélevées à partir de juillet 2019. La loi qui institue la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire retient la mutuelle comme un organisme qui est en capacité d'être retenu comme gestionnaire délégué, au même titre que les institutions de prévoyance sociale, que les compagnies d'assurance ou que des sociétés commerciales qui garantissent une expertise dans la gestion du risque maladie. Il faut dire que la MUJLC a une forte expérience dans la gestion de la couverture maladie, notamment le tiers là en Côte d'Ivoire, qui a initié le tiers payant depuis 1975. Et donc, il y a eu déjà de fortes expériences dans la contractualisation avec les établissements de santé, avec des pharmacies, pour la prise en charge à 70% des prestations. Donc, avec la possibilité pour le mutualiste de supporter le ticket modérateur de 30%, et ensuite, attend que le prestataire lui transmette une facture. Après la liquidation, s'engage à payer son 10%. Donc, une bonne expérience dans ce domaine. Et c'est en cela que la MUJLC a été retenue comme un gestionnaire délégué. En Côte d'Ivoire, nous sommes la seule mutuelle qui a été retenue comme organisme gestionnaire délégué des prestations. Nous avons la fonction de la liquidation des feuilles de soins. C'est la fonction principale qui nous a été dédiée. Pour ce qui est du niveau de cotisation, d'autres organismes ont été retenus pour faire la délégation du prélèvement des cotisations. Nous, déjà, nous bénéficions de l'État de Côte d'Ivoire, de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire, qui prélève les cotisations à la source. Donc, ce même système a été maintenu. Le plus que la Côte d'Ivoire, pardon, que la MUJLC apporte à la couverture maladie universelle, c'est déjà de digitaliser la gestion des prestations. Nous avons bâti un système informatique qui permet de faire la liquidation a priori. Donc, notre système informatique permet d'identifier déjà le bénéficiaire au moment de l'accès à la prestation, qui permet d'identifier la prestation pour laquelle il est là, de retenir le tarif du conventionnement, de permettre donc le paiement du ticket modérateur et déjà détermine dès le départ la part qui doit être supportée par la couverture maladie universelle. Et dans notre dispositif, nous permettons aux mutualistes de bénéficier à la fois des prestations de la couverture maladie universelle, mais également de la complémentaire que la MUJLC apporte à ses mutualistes. Donc, de façon transparente et indéterminée, le prestataire a délivré la prestation et le système d'information permet de faire la répartition entre la part qui sera supportée par la CEMU et la part à supporter par la MUJLC directement. Donc, à la fin du mois, nous recevons donc les différentes factures, celles-là qui couvrent les prestations CEMU, que nous liquidons pour le compte de la couverture maladie universelle, et celles-là qui couvrent les prestations directement prises en charge par la MUJLC. Monsieur Brahima, je vais juste vous demander, excusez-moi, de qu'on peut-être peut conclure. relever au niveau de la MUJLC, avec son expérience et son expertise dans la gestion de la couverture maladie. Bon, il faut le préciser également, la MUJLC mobilise des cotisations hors couverture maladie universelle de 42 milliards de francs CFA l'année, environ 65 millions d'euros. D'où notre capacité à pouvoir gérer des systèmes d'un niveau assez important. Et de façon régulière, chaque année,
nous arrivons à donner des prestations à environ 400 000 bénéficiaires sur les 1 million de personnes garanties. Notre, en tout cas, apport au niveau de la couverture maladie universelle, c'est notre professionnalisation de la gestion et nous permettons effectivement à la caisse qui est en charge la gestion de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance maladie, à payer à temps les factures des prestataires membres du réseau de soins de la CMU. Donc, voici le rôle que la MUGEFSI joue aujourd'hui pour faciliter la prise en charge des mutualistes au niveau de la couverture maladie universelle. Voilà, donc pour récapituler, nous avons la charge de couvrir toute la population de fonctionnaires agents de l'État et les membres de leur famille déclarés. Donc, environ 1 million de personnes. Et jusqu'à présent, ce rôle, nous le jouons de la meilleure des façons. Et nous essayons en tout cas d'apporter encore d'autres expertises à la CENAM, donc qui gère la couverture maladie universelle, dans la mise en place des politiques du médicament, dans la mise en place des systèmes digitalisés de gestion de la couverture maladie et de bien d'autres domaines d'activité. Voici ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le rôle de la MUGEFSI dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Une petite information sur particulièrement la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. La MUGEFSI a pu couvrir 200 000 bénéficiaires de janvier 2024 à décembre 2024 pour un montant total d'environ 2,5 milliards francs CFA. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Brahima, pour cet exemple vraiment concret de délégation de gestion et les atouts que vous pouvez aussi apporter au système national de protection sociale en santé. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Bachi. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Bachi. Vous êtes donc directeur général de la protection sociale du Togo. Je vais vous demander de vraiment faire très rapidement, si vous voulez bien en 5 minutes, répondre à la question. Donc la question qu'on vous avait demandé de préparer était celle-ci. Donc en tant qu'institution de tutelle de la protection sociale, quel est le potentiel des mutuelles de santé au Togo pour participer à l'extension de la couverture en protection sociale en santé, et comment vous pensez utiliser les conclusions du rapport dans ce cadre? Merci beaucoup. Merci Mathilde, merci, bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par répondre à la question sur deux aspects. D'abord, le potentiel des mutuelles de santé au Togo et comment est-ce que nous pouvons capitaliser les conclusions de ce rapport pour nous améliorer. Alors, pour ce qui est du potentiel des mutuelles, je vais aller sur deux aspects. D'abord, l'aspect de la demande et l'aspect de l'offre. Alors, sur l'aspect de la demande, il faut noter qu'avant les politiques d'assurance maladie universelle, les mutuelles de santé assuraient tous les rôles clés d'une assurance maladie. Donc, tout ce qui est financement, gestion du risque, gestion des prestations, affiliation, contrôle de qualité. Maintenant, avec l'existence de la politique d'assurance maladie, à deux niveaux. Et comme mon frère Brian vient de le dire, il y a l'assurance maladie obligatoire de base et il y a la question de l'assurance complémentaire. Et donc, dans l'assurance maladie de base, les mutuelles vont assurer des rôles délégués ou des fonctions déléguées. Et le potentiel des mutuelles, je l'ai déjà dit, avant les systèmes d'assurance maladie, elles jouaient tous les rôles clés. Et donc, au rang de ces rôles clés qu'ils peuvent apporter à cette fonction de délégation, il y a la question de l'affiliation, de la mobilisation et le recouvrement de cotisations, principalement. Maintenant, au moment venu, ça c'est ce que nous avons identifié, mais au moment venu, les organismes de gestion délégués pourront élargir cette palette. Et
Maintenant, au niveau de l'assurance maladie complémentaire, elles ne continueront pas à jouer tout leur rôle clé qu'elles jouaient avant. Toujours du côté de la demande, il y a aussi le potentiel qu'on peut noter, ce sont les outils de gestion harmonisés dans l'espace UEMOA. Donc, il y a déjà un cadre juridique institutionnel clair. Et donc, quand les mutuelles ont un même ou bien les mêmes outils de gestion, donc qu'on traite avec telle mutuelle, la mutuelle A ou la mutuelle de santé B, ce sont les mêmes outils de gestion. Et donc, ça aussi, c'est un potentiel. L'autre potentiel que je note aussi, c'est leur structuration. Donc, elles sont structurées. Nous avons le cadre national de concertation de la mutualité au Togo. Donc, c'est un cadre qui regroupe en fait les promoteurs et les mutuelles. Et donc, qui est l'interface vraiment de la mutualité, qui est l'interface entre les promoteurs, les mutualistes et l'État. Et aujourd'hui, le cadre national également a travaillé sur la fédération de la mutualité au Togo. Et donc, dans cette fédération nationale, il y a des unions régionales. Et donc, pour dire qu'il y a cette structuration qui existe déjà, et donc, où les mutuelles, avec cette structuration, arrivent à parler d'une même voix. Donc, c'est un potentiel. Alors maintenant, du côté de l'offre, quel potentiel les mutuelles également ont au niveau de l'offre? Nous avons il y a au moins une mutuelle qui a créé sa structure sanitaire. Et donc, ce qui veut dire que dans le côté de l'offre, les mutuelles également ont ce potentiel à apporter. Ce qui veut dire que cette structure sanitaire pourra être un prestataire des organismes de gestion de l'assurance maladie. Et donc, pour dire que les mutuelles ont ce potentiel-là également de participer du côté de l'offre à l'extension de la protection sociale en santé. Alors, maintenant, sur le second aspect, sur la deuxième question, comment est-ce que nous pouvons capitaliser les conclusions de ce rapport? Alors, il faut déjà dire que au niveau de l'espace sur moi, la réglementation de la mutualité est vraiment un acquis pour nous où institutionnel est bien clarifié. Et donc, pour cela, on n'a plus de soucis. C'est d'aller maintenant vers vraiment la mise en œuvre de respecter. Et le défi aujourd'hui, par rapport aux conclusions, c'est d'abord de poursuivre vraiment les échanges et sur la base des conclusions de ce rapport-là et voir comment nous pouvons relever les pistes pour renforcer la capacité des mutuelles de santé à participer efficacement à cette extension. Donc, concrètement, il s'agira après de s'approprier le contenu de ce rapport, de ces conclusions. Et dans la maintenant, cela pourra nous aider à définir des pistes de participation ou la contribution des mutuelles de santé à cette extension. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Bachi, pour votre intervention. Décidément, cela nous donne aussi plus de matière à discuter avec le point de vue aussi de l'État maintenant, que vous venez aussi un peu d'exprimer. J'aimerais maintenant qu'on passe à la prochaine personne du panel. So now I will switch back to English. And it's my pleasure to introduce Mrs. Ladavan Sangdara, who's Deputy Director of the National Health Insurance Bureau of the Ministry of Health of Lao PDR. Yes, all right. Thank you so much for being with us. So Mrs. Sangdara, in Lao PDR, the CBHI system, along with the voluntary NSSF scheme, remain the sole financial protection mechanisms in Vientiane Capital, as we have heard from Marielle. So what are the current challenges to coverage expansion, as well as the prospects for expansion in the NIS scheme in this area? Thank you so much. Thank you so much for giving me opportunity to share with you about the experience on CBSI scheme in Lao PDR. CBSI scheme was established as a voluntary health insurance scheme to provide financial health protection to those not covered by National Social Security Fund scheme and their dependents. However, the extension of the coverage as the voluntary scheme seemed to be very challenging to achieve.
The first is particularly difficult for CBSI team to convince the population to join the scheme due to voluntary is the nature of the scheme, limited understanding of the enticement and dissatisfaction of the member with benefit cover, and there is the implementation of CBSI, like the awareness campaign, could be improved, how we can cover for the member. And the second, the capacity of the Vientiane's Capital Health Insurance Office, both in terms of power and technical capacity to negotiate with the central hospital is also limited. It is also the low capitation rate, and with the hospital provide the services, it leads to the quality of the services as well. And also based on the budget limited for capitation rate is also limit the incentive to provide quality of care to the patient covered by CBSI. The third, there is a challenges to develop the benefit package and provider payment because of we limited also the contribution from the member. Only the member who are sick as a voluntary member to enroll in the scheme, and also it lead to the quality of the services as well. And the fourth is they are concerning about the quality of the services is under CBSI. We also facing about how to negotiate with the provider because of we still limited of the power to negotiate with them, and it lead the cost of the hospital try to increase the year by year, but the payment method or the capitation what we pay to the health facility is quite limited and it's quite low. All this difficulty, there are opportunity to expanding the national health insurance scheme in Vientiane capital by strengthening the existing CBSI framework. The first is the government subsidy, also really important, how the subsidy could make the national health insurance scheme more affordable for low income group. It is a priority area in Vientiane capital. And the second, improve the legislation and the collection. As I mentioned, we have to rewrite the contribution, and we have to rewrite the payment mechanism, and utilizing application and offer more like payment option could be developed, and how the payment process in Vientiane capital. And the third one, the public awareness campaign also the important how to more understanding from the member to understanding how the benefit for CBSI member. And the last one, the enhancing of the benefit package, the adjust of the benefit package have to think about how we can develop, and even we should sharing between the healthier population and the sick population, how we have the cost sharing between those group people, and how we protect such as maternity and the people who are affordable cannot affordable to pay, and then we have to think about this, and then improve the payment rate to improve the quality of the services. This is my all sharing the experience for Lao PDR. Thank you. Over to you.
Thank you so much for sharing the experience as well as some of the challenges ahead still. So thank you so much. That was also very insightful, Mrs. Sangdara. So now I will switch to French to turn towards Madame Sybille Reichert, qui est directrice exécutive de l'Association internationale de la mutualité. Sybille, vous êtes bien avec nous? Voilà, merci beaucoup. Je vais vous demander également de bien respecter le temps, si vraiment vous pouvez faire une réponse en 5 minutes. Et la question qu'on aimerait vous poser est la suivante. Comment la mutualité appréhende-t-elle son rôle dans l'extension de cette couverture de protection sociale en santé dans le monde, et en particulier lorsqu'il s'agit de sa relation avec l'État? Et d'après vous, quel mécanisme pourrait contribuer à une meilleure coordination avec lui? Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ma présentation est facilement peut-être entendue parce que j'ai une connexion Internet instable. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi en tant que représentant de l'AIM d'être parmi vous aujourd'hui. Félicitations aux auteurs du rapport. C'était, selon moi, une nécessité d'avoir cet aperçu du rôle des mutuelles pour la couverture universelle de santé. Je suis actuellement au Burundi pour une conférence de l'AIM qui avait lieu le 3 et 4 février. Cette conférence a permis de rassembler 24 pays africains et plus de 200 inscrits. Lors de cet événement, un atelier enregistrant avec l'OIT a également été organisé. D'ailleurs, sur ces rapports, je vous en remercie de vive voix. La conférence, pour nous, donc la preuve du dynamisme du secteur mutualiste en Afrique. D'ailleurs, au Burundi même, il y a 119 mutuelles. L'AIM et ses membres sont convaincus que les mutuelles ont un rôle fondamental à jouer dans l'extension de la couverture de santé. Et les mutuelles jouent donc un rôle principal ou complémentaire dans la protection sociale selon les pays. Les mutuelles qui gèrent des centres de santé, des hôpitaux, des pharmacies ou des résidences pour les personnes en situation de dépendance. L'AIM a fait un fort plaidoyer pour le déploiement du modèle mutualiste dans le monde depuis 75 ans cette année. Donc, cette année est pour l'AIM le symbole de la solidarité. Nous avons lancé une campagne de communication. Pour nous, la solidarité est plus que jamais indispensable pour faire face à des multiples crises et transitions que l'humanité entière est en train de vivre. Notre conviction est que l'humanité ne peut progresser sans la solidarité. Donc, quelles sont les actions de l'AIM et de ses membres? En Afrique, les conférences ont lieu tous les 3 ans, sont un lieu d'échange, d'écoute afin de prendre connaissance des défis et des réussites des mutuelles. Et ces conférences ont abouti à la consécration de la plateforme de Lomé, la déclaration de Dakar et le communiqué de presse du Bujumbura qu'on a publié dernièrement. Nos membres organisent une fois par an aussi la Journée internationale de la femme mutualiste en Afrique, l'objectif de renforcer la professionnalisation des femmes mutualistes. En Amérique latine, nos membres ont créé un mouvement des femmes également. Ils sont en train de mettre en œuvre l'intégration des jeunes dans le mouvement mutualiste pour l'avenir. Ces derniers ont aussi créé une formation universitaire ainsi qu'une école mutualiste pour éduquer les administrateurs et les jeunes afin de les sensibiliser aux valeurs mutualistes. Résidences pour les personnes âgées, pharmacies ont été créées afin de subvenir aux besoins des populations. En Europe, finalement, nos membres gèrent l'assurance maladie statutaire et complémentaire. Nos membres gèrent également des résidences et hôpitaux. Donc, par conséquent, comment est-ce que nous pouvons améliorer les relations avec l'État? C'est une question très complexe. Tout d'abord, je voulais dire que le mouvement mutualiste fait partie intégrante de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons donc maintenant 2 résolutions au niveau international, celle des Nations Unies et celle de l'OIT, qui demandent aux États de créer des cadres favorables pour connaître le rôle des organisations de l'économie sociale et solidaire pour l'atteinte des objectifs du développement durable, dont l'accès à la santé fait
partie intégrante. Les organisations internationales doivent jouer leur rôle et demander aux États signataires de respecter et de mettre en application ces résolutions convenues. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme les mutuelles, doivent demander aux États membres de rendre compte à leur gouvernement si les objectifs convenus ne sont pas atteints. Au niveau international, l'AIM soutient le plaidoyer de ses membres et c'est ainsi que ces derniers de le porter au niveau régional et national. Un dialogue entre partenaires à tous les niveaux est nécessaire ainsi qu'une coopération étroite. Le mutualisme propose une alternative adressée aux communautés, secteurs et États, intégrer les plus vulnérables pour mettre en œuvre une vraie solidarité et atteindre la couverture de santé universelle. Or, pour permettre l'épanouissement du modèle mutualiste, il faut aussi que les États fassent leur travail d'enregistrement des populations dans les registres nationaux. C'est ainsi que le mutuel qui, proche des populations, peut aider à réaliser ce travail et cela a été aussi mentionné dans le rapport de l'OIT. Il y a des exemples très concrets au Mali, par exemple, où les mutuelles ont intégré les autorités locales dans la gouvernance des mutuelles pour les responsabiliser, ont ainsi renforcé les capacités des élus communaux et ont impliqué les maires dans l'ensemble des activités des mutuelles comme les comités d'administration. Cette approche qui part de la base peut servir de multiplicateur au niveau des responsables politiques nationaux. Si le taux de pénétration reste faible dans certains pays, c'est parce que les populations sont très pauvres, ont des difficultés même de survie. Donc, la couverture de santé ne peut pas être leur première priorité. Nous devons donc tous jouer notre rôle à tous nos niveaux respectifs afin d'augmenter la visibilité et la pérennité du mouvement mutualiste et de faire en sorte que les mutuelles, avec leur force de solidarité et de proximité, renforcer leur rôle afin d'atteindre la couverture universelle de santé. Et ce n'est que possible en dialogue avec les États, avec les institutions internationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sibylle. Thank you very much, Sibylle. So no, I think at this point, we will have to switch a little bit on how what we had planned for the framing of the session. So I saw that there were lots of questions in the Q&A already. Thank you so much for asking your questions. And some all have been answered actually. There's one more that just appeared. So I think at this point we can just go ahead with the rest of the agenda for today. So I would then ask that we play the video please from Dr. Kone from UMOA, who could not be there in person with us today. And the question that we had asked Dr. Kone is the following. Dr. Kone, l'UMOA a construit un cadre normatif propice à la régulation des mutuelles de santé en Afrique de l'Ouest afin qu'elle soit un outil pour l'extension de la couverture santé. Le comité consultatif de la mutualité sociale et le groupe de travail régional sur la couverture du risque maladie de l'UMOA continuent à travailler à la mise en œuvre de cette réglementation. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, un bref état sur la mise en œuvre de cette réglementation et nous dire quelles sont les conclusions de l'étude qui a été présentée, qui pourraient être intégrées dans les travaux de la commission et comment? Voilà, merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers participants à ce webinaire organisé par le BIT. Je vous imagine très nombreux connectés pour prendre part à cette importante activité, tant le sujet est d'intérêt et tant nous avons besoin, donc nous avons soif d'échanges pour pouvoir avancer ensemble sur une meilleure protection sociale en santé de nos populations.
Je voudrais, avant de répondre aux questions qui m'ont été adressées, qui m'ont été soumises, m'excuser sincèrement de ne pas pouvoir être en direct avec vous ce matin. Au moment où vous prendrez connaissance de cette vidéo qui est enregistrée, je serai en vol de retour vers Ouagadougou après avoir pris part à une réunion à l'extérieur. Je voudrais ensuite remercier encore une fois le BIT d'avoir pensé à associer la commission de l'UEMOA à une de leurs activités et leur renouveler les remerciements de mon institution quant à la qualité de la collaboration, quant à la qualité du compagnonnage que nous avons ensemble depuis maintenant près de 2 décennies. Je suis personnellement très ravi de pouvoir prendre part à cette activité par écran interposé parce qu'il s'agit d'une activité à laquelle nous avons été associés par le BIT depuis le début. Et un des jalons importants a été un atelier très enrichissant qui a eu lieu, si mes souvenirs sont bons, au mois d'octobre 2023 à Dakar, et à laquelle a participé tous les membres du comité consultatif de la mutualité sociale de l'UEMOA. Des échos que j'ai eus à l'issue de cette rencontre, les membres du CCMS sont repartis très satisfaits en raison de la qualité des échanges, en raison de la qualité des conclusions de cet atelier. Il s'agit d'une suite de cette activité importante et voilà, donc je suis content de pouvoir y prendre part ce matin. En ce qui concerne les questions qui m'ont été adressées, je pense qu'il y en a 2. La première question demandait à faire un peu l'état des lieux, l'état de la mise en œuvre du fameux règlement de l'UEMOA sur la mutualité sociale. Comme vous le savez, c'est un règlement qui a été adopté depuis 2009. Nous en sommes aujourd'hui à la 15e année de mise en œuvre de ce règlement. Alors, à date, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons 2 catégories de pays. Donc, la première catégorie, il s'agit de pays qui aujourd'hui sont considérés comme ayant mis en œuvre de façon totale, de façon complète le règlement. Et le deuxième groupe de pays, c'est ceux qui encore sont sur le chemin, qui font des efforts, mais qui n'ont pas encore totalement mis en place donc, les instruments prévus par le règlement. Donc cette situation est présentée à l'issue des informations que nous avons obtenues après les revues annuelles qui sont organisées par la commission de l'UEMOA, notamment la dernière revue annuelle qui a eu lieu fin 2024, et puis de la réunion du comité consultatif de la mutualité sociale tenue il y a environ 1 an maintenant à Bissau. Nous avons également une plateforme donc d'échange qui nous permet au quotidien de disposer d'informations sur l'état de mise en œuvre donc, du règlement, et c'est ainsi que nous avons appris récemment la mise en place donc du Fonds national de garantie des mutuelles sociales par la Côte d'Ivoire. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, qui ont mis en place 3 instruments importants prévus par le règlement et qui font l'objet d'évaluation. Il s'agit du Fonds national de garantie des mutuelles sociales, de l'organe administratif de la mutualité sociale et du registre d'immatriculation des mutuelles sociales selon le canevas donc, qui est indiqué par le règlement communautaire. Pour les 5 autres pays, des efforts sont faits. Il y a pour la plupart donc, des pays
des projets de textes qui ont été élaborés et qui sont dans le circuit, mais qui malheureusement n'ont pas été adoptés. Nous saluons ces efforts, nous encourageons donc les pays à persévérer et bien évidemment la Commission dans son rôle de suivi de la mise en œuvre donc, des textes accompagne les États à travers des activités de plaidoyer politique auprès des ministres en charge de la mutualité sociale, à travers des activités de formation, à travers des activités de sensibilisation. Tout ceci est important pour amener les pays à appliquer le règlement, même si c'est avant tout un texte des pays eux-mêmes. Ok, merci beaucoup, Dr Koné, merci pour ces éléments de réponse. We have to go to the next and the last segment of our session. I hope that this session actually triggered many questions, and I think it did, but also thoughts, and it's only a start to further exchanges and discussions around the role that mutuals and the community-based health insurances can play as part of national social protection systems. I would like now to please ask that we play the last video of the day for the closing remarks. Draman Bachabi, qui est spécialiste régional senior en protection sociale dans le bureau BIT à Dakar, qui va pouvoir terminer, clôturer cette session. S'il y a encore des dernières questions, vous pouvez encore les mettre dans le Q&A et on essaye d'y répondre. Si toutes les questions ne sont pas, si on n'a pas répondu à toutes les questions, on pourra aussi donner des réponses juste après le webinaire. Merci encore et je reprendrai la parole une dernière fois après Draman. Merci, on peut mettre la vidéo. Bonjour chers collègues, bonjour chers participants, bonjour à tous d'avoir accepté de participer à ce webinaire. J'aimerais, au nom de la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, vous remercier pour votre présence à ce webinaire. J'aimerais remercier les auteurs pour avoir présenté le rapport sur le rôle des mutuelles sociales dans les systèmes nationaux de protection sociale en santé. J'aimerais également remercier la plateforme socialprotection.org pour avoir facilité l'organisation de ce séminaire. Alors, depuis quelques années, le BIT, et depuis plusieurs années d'ailleurs, le BIT appuie les pays dans l'organisation de leur système de protection sociale en santé. Et l'une des questions qui revient souvent, c'est quelle est la place des mutuelles sociales, notamment les mutuelles de santé, dans les systèmes nationaux de protection sociale en santé. Comme vous le savez, il y a de cela plusieurs années, les mutuelles de santé ont été l'alternative dans plusieurs pays pour l'extension de la protection sociale. Ceci dans un contexte où l'État n'était pas trop présent dans le secteur. Alors, depuis quelques années, l'État s'est lancé dans l'extension de la protection sociale en santé, en a fait une priorité et il se pose la question de la place de ces mutuelles-là dans les systèmes nationaux. J'aimerais d'ailleurs profiter pour remercier la commission de l'UEMOA pour tous les travaux qui sont faits et tout le cadre qui est mis en place pour essayer d'orienter les États dans la mise en place, dans la promotion des mutuelles sociales. Alors, il y a une multiplicité de trajectoires dans les pays qui ont utilisé, qui utilisent ou qui envisagent d'utiliser les mutuelles sociales dans la mise en œuvre de leur système de protection sociale en santé pour une couverture universelle. Donc, il n'y a pas une trajectoire unique. Mais la question du rôle des mutuelles pose la grande question de la responsabilité de l'État. Il appartient aux États d'analyser les capacités, les avantages comparatifs de tous les acteurs en présence et de voir
quel est le rôle le plus adapté à confier à tel acteur ou tel autre pour bâtir un système cohérent de protection sociale en santé. Donc ça, c'est vraiment un élément important. C'est une responsabilité nationale. C'est en fonction du contexte national que des analyses des avantages comparatifs des uns et des autres doivent être faits pour mieux bâtir un système de protection sociale en santé. Et donc, dans ce contexte-là, les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement qui œuvrent dans la protection sociale en santé, sur la base du cadre normatif international, sur la base des expériences d'autres pays, doivent apporter leur contribution dans les choix qui sont faits dans les pays, dans les différents pays, pour promouvoir la protection sociale en santé sur la base d'une architecture cohérente. Alors donc, c'est pour apporter un peu des éléments de réflexion à cette problématique-là de la prise en charge des mutuelles, de la prise en compte des mutuelles dans les systèmes nationaux de protection sociale en santé, que le BIT a lancé l'élaboration de ce rapport. Donc, le rapport qui est intitulé « Le rôle des mutuelles sociales dans les systèmes nationaux de protection sociale en santé ». Et il est heureux que dans le processus d'élaboration de ce rapport-là, nous avons pu organiser en 2023 une activité importante avec la commission de l'UEMOA pour permettre aux membres du conseil consultatif de la mutualité sociale de l'UEMOA de regarder le rapport, de faire leur input, mais surtout, à la lumière des enseignements du rapport, de donner un peu certaines orientations par rapport aux rôles qui peuvent être confiés aux mutuelles sociales, quel que soit le type d'architecture qui est choisi dans un pays donné. Donc ça, vraiment, nous aimerions remercier la commission de l'UEMOA pour cette activité importante que nous avons organisée à Dakar, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui sont concernés. Alors donc, aujourd'hui, nous faisons le lancement de ce rapport-là, mais c'est le début d'un processus de réflexion au niveau national avec tous les acteurs, y compris la commission de l'UEMOA, pour essayer d'accompagner les pays dans la mise en place justement des architectures cohérentes et solides pour l'atteinte de la couverture universelle en santé en faveur des populations, notamment celles de l'économie informelle. Alors, avant de terminer, j'aimerais préciser que nous publions ce rapport aujourd'hui et nous organiserons prochainement, toujours en collaboration avec la commission de l'UEMOA et d'autres parties prenantes, la suite du processus. La suite du processus qui est un dialogue qui doit être organisé entre les responsables des institutions nationales de protection sociale en santé, les ministères de tutelle de la protection sociale en santé, mais aussi les acteurs du mouvement mutualiste, donc le CCMS, pour approfondir la réflexion sur quelles sont les conclusions du rapport qui peuvent être mieux approfondies et applicables dans chacun des pays selon le contexte particulier. Donc ça, c'est une activité que nous allons faire rapidement. Et pour terminer, je tiens à vous remercier de votre disponibilité. Je tiens à remercier l'UEMOA. Je tiens à remercier tous les membres, les pays membres de l'UEMOA, tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion de la couverture maladie universelle, y compris les acteurs qui travaillent sur la promotion de la mutualité. Et nous espérons que ce rapport-là pourra être très utile dans les discussions qui sont en cours dans les différents pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Draman. Thank you very much. Thank you very much to all. Again, this is not the end of our session. So I would like to thank, of course, the audience for their active participation and then the questions. I would like to also thank all presenters, panel members. Thank you so much for your valuable insight. I think this was a very rich session. We heard a lot. And we have put the link to the publication in the chat once more, so feel free to access it.
project. Thank you as well to the platform, socialprotection.org, for all the organization efforts, as well as to the interprets of this session for their remarkable work. Thank you so much. And the ILO support team as well for the organization. I would like to now wish you a very good day, and we hope to see you very soon to talk about social health protection. Thank you so much. Goodbye.